Eh bien bonjour, Diagonale TV, toujours sur le championnat du monde aujourd'hui avec Jean-Luc Chabanon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Alors Jean-Luc Chabanon, grand maître international français, alors plus trop présent sur le circuit maintenant, plutôt dans la partie, je dirais, plutôt entreprise des échecs, plutôt que joueur. La partie entraînement surtout. Entraînement. Donc oui, j'ai décidé de me dédier donc, à l'entraînement du jeu d'échecs. Et donc je travaille actuellement pour le site Échecs Academy, donc une école d'échecs interactive sur Internet. Tout à fait, Échecs Academy, que nous vous conseillons aussi pour apprendre, notamment à avoir des cours par Internet avec le casque audio, avec un grand maître au bout du fil. Oui, tout à fait. Donc un maximum de contenu qui permet donc, aux gens d'apprendre les échecs, quel que soit leur niveau, des cours en direct sur le net. Et puis évidemment donc un contenu, des fiches de cours et quelques vidéos à télécharger, plus évidemment les fameuses vidéos de Diagonale. Bien sûr. Alors, championnat du monde, scandale avec cette histoire de protestation de Topalov acceptée par la commission d'appel de la FIDE pour des histoires de toilettes utilisées par Kramnik. Alors, on en a parlé lors des émissions précédentes avec Laure Lange. Quel est toi ton avis sur cette histoire? Et donc là on est à la veille de cette, enfin on vient d'avoir cette 9e partie. Quel est ton bilan depuis cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Ben, je dirais que là ça commence à être un petit peu pénible cette histoire, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est que tout simplement là Kramnik vient quand même de perdre la 8e partie. Il n'a pas très bien joué, il a perdu avec les blancs. Donc on peut quand même imaginer que cette histoire quand même le perturbe un petit peu. Et puis c'est quand même quelque chose qui fait pas une excellente publicité dans le monde des échecs. On peut pas dire que cette histoire de toilette soit le conflit essentiel de ce match peut-être. Voilà, donc c'est clair que quand c'était l'histoire des parapsychologues à l'époque de Korchnoi, c'était quand même beaucoup plus amusant. Il y avait la guerre froide, il y avait des choses plus intéressantes. Quand il y a eu le match interminable entre Karpov et Kasparov, le match qui a duré plus de 3 mois, c'était quand même amusant. Mais là, c'est vrai que, en plus, ce qui me surprend dans l'attitude de Topalov, c'est qu'il ne fait quasiment aucune déclaration lui-même. C'est quand même, on a l'impression que c'est une sorte de pantin qui est manipulé par Danailov, son manager. Oui, c'est vrai, oui. Et ça, je trouve ça quand même assez curieux. Est-ce que finalement, c'est pas bien joué de leur côté? C'est-à-dire que son manager a certainement dû dire à Topalov, ne te concentre que sur le jeu, ne parle que du jeu, et laisse-moi gérer les autres aspects. Et du coup, chacun connaît son rôle. Alors que peut-être Kramnik, lui, s'est dispersé en essayant de se justifier lui-même. Et finalement a perdu peut-être une partie de sa concentration et de son énergie. Il aurait peut-être dû laisser lui-même aussi son manager gérer ce genre de problème qui était hors échiquier. Mais c'est un peu ce qui s'est passé, il a laissé son manager, mais bon, il a intervenu un peu plus, puisque évidemment Kramnik c'est quand même quelqu'un qui s'exprime et puis qui doit affronter de front ce genre de situation. Le seul problème, la seule chose qu'on pourrait reprocher à Kramnik, c'est peut-être d'avoir été un peu trop gentil dans cette situation, un peu trop laxiste. Il aurait dû être beaucoup plus... affirmer un peu plus sa volonté et protester de manière un peu plus. Tu veux dire ne pas accepter de reprendre le match avec cette histoire de points par forfait Ben, je dirais presque ça. Hein. Je pense que Kramnik aurait dû dire que déjà il n'aurait pas dû continuer le match sans qu'il y ait des excuses officielles, parce qu'il faut quand même avouer que implicitement il a été accusé de tricherie. Oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est quelque chose, je veux dire, on est quand même considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. On a battu Kasparov et on est accusé de tricherie. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Kramnik aurait dû insister pour avoir des excuses officielles, voire même exclure toute intervention de Danailov qui n'a plus rien à faire à Elista. Oui, mais est-ce que c'était pas simplement, de toute façon, c'était simplement une protestation donnée à la commission d'appel? Est-ce que c'est pas la commission d'appel qui a fait une faute en acceptant une protestation qui en plus était hors délai apparemment, puisqu'elles doivent être faites, les réclamations doivent être faites au plus tard 2 heures après les parties, et là ça a été fait le lendemain. En plus, normalement dans le contrat il est spécifié que les changements de conditions de jeu doivent faire l'approbation des 2 joueurs, ce qui n'a pas été le cas, et on avait bien vu d'ailleurs que cette commission d'appel a démissionné d'ailleurs,
Donc elle a été complètement dissoute et refaite avec des nouveaux membres. Donc est-ce que c'est pas aussi la preuve que c'est plutôt la commission d'appel qui fait une faute? À la limite qu'on suspecte quelqu'un de tricherie, bon à la limite on a presque le droit de le faire, mais c'est pas à soi d'être jugé parti. Donc il y a un juge qui est la commission d'appel qui décide. Est-ce que c'est pas la commission qui a fait la faute finalement? Oui, évidemment, il y a une faute qui a été faite par les organisateurs. Les organisateurs ont très bien fait les choses au niveau médiatique. Le tournoi a été très très bien préparé, ça c'est incontestable. Mais il se trouve qu'ils ont oublié une chose importante, c'est que c'était un match très tendu déjà, de par son histoire. Quand même, c'est un match de réunification, donc il y a des enjeux énormes dans ce match. Et donc, ils auraient dû quand même prévoir, être plus vigilants, donc choisir une véritable commission d'appel à la base, avec de vrais professionnels de ce genre de compétition et des conflits, enfin des spécialistes de la négociation. Et je crois que ce n'était pas le cas. Mais je reproche tout de même, disons que je reproche à Kramnik de ne pas avoir affirmé son statut de meilleur joueur mondial, d'un des meilleurs joueurs mondiaux, puisque face à une telle situation, il faut vraiment être direct. Et je crois que sur ce point de vue, les meilleurs joueurs de la planète sont tout à fait d'accord. Beaucoup ont essayé de le défendre, mais c'était à lui vraiment de dire non, on ne peut pas me parler comme ça, ça ne se fait pas. Ouais, je crois que si Kasparov avait été dans cette situation, j'ose imaginer sa réaction. J'ose imaginer que ça aurait fait un véritable scandale. Oui, certainement. Donc, Kramnik, c'est vrai qu'on peut à la rigueur ne pas lui reprocher, on va pas lui reprocher d'être quelqu'un de très gentil, très sympathique. Mais c'est quand même réservé le droit d'attaquer la FIDE post-match. Hein. Oui, mais c'est quand même un choix qui c'est une sorte de compromis. C'était une situation où il ne fallait pas donner de compromis. Il fallait être efficace, direct. Alors la fin du match, peut-être lui donnera raison. Il faut espérer que la fin du match lui donnera raison. Et de toute façon, le bilan de ce match, c'est que Topalov, qui est quand même un excellent joueur, est-ce qu'il ne va pas souffrir d'une baisse d'image, carrément, de respect, d'estime? Carrément, je crois que là maintenant, surtout que les échecs sont quand même de plus en plus médiatiques sur Internet. Je crois que Kramnik, là, il n'y a qu'à voir un petit peu survoler un petit peu ce qui s'écrit à droite à gauche pour comprendre que Topalov maintenant est beaucoup moins populaire que juste avant le match. C'est quand même incroyable. Et tout ça parce que finalement, c'est le pantin de Danailov au niveau, je dirais pas au niveau échec, mais par contre au niveau image. Il est complètement manipulé par son manager et donc évidemment il se concentre aux échecs, mais là il a accepté des choses qu'il ne fallait pas accepter. D'accord. Très bien, voilà donc l'avis de Jean-Luc Chabanon sur cette crise qui frappe le championnat du monde et donc tous les échecs, puisqu'on est ici à la tête des échecs mondiaux. Alors, quand même, état des courses, après 8 parties, comme on l'a vu sur les émissions précédentes, eh bien, égalité. Donc après 3 fois les noirs pour Kramnik, puisque donc, il a manqué cette partie par forfait, donc il a fait forfait pour protester en fait. 3 fois les noirs en plus. Il a eu 3 fois les noirs, puisqu'il y a eu 2 fois les noirs pour Topalov, et ensuite on est arrivé en milieu de match et on a inversé les couleurs, parce qu'il y a 2 sortes de mini-matchs à l'intérieur du match en fait. Ouais. C'est-à-dire que Kramnik a démarré avec les blancs et à mi-match, on a inversé les couleurs, ce qui a donné cette chose un peu unique dans l'histoire du jeu d'échecs, où là Kramnik a eu 3 fois de suite les noirs, et quand il a les blancs, donc à cette 8e partie, eh bien il perd, comme on l'a vu lors de l'émission sur la 8e, que nous vous invitons à revoir. Donc on arrive maintenant à cette 9e partie, où maintenant l'égalité est parfaite, 2 victoires pour Kramnik, 2 victoires pour Topalov, dont une acquise sur tapis vert sans jouer. Mais score égal, donc de 4 partout. Et donc on arrive à la fin du match, puisqu'il reste 4 parties, maintenant 12 parties en tout pour ce match. Éventuellement des tie-breaks, puisqu'il n'y aura pas de vainqueur désigné en cas de match nul. Il y aura des tie-breaks en partie rapide. On n'en est pas là, mais il ne reste plus que 4 parties. Il faut se bouger. Topalov maintenant les blancs dans la 9e. Le match devient extrêmement tendu. Tout de suite, on passe à cette 9e partie de ce championnat du monde unifié 2006 entre Topalov et Vladimir Kramnik. Et Topalov, encore une fois, donc c'est le match 2D4. Il joue le pion de la dame, encore une fois.
Ouais, Donc c'est vraiment l'ouverture de ce championnat. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Je joue D4, donc pour moi, c'est un excellent coup. De toute façon, c'est un coup qui permet de placer ses pièces. Enfin, personnellement, ce n'est pas un coup que je conseillerais aux débutants. Je conseillerais plutôt aux débutants de jouer E4 au premier coup. Mais puisque 4 permet d'avoir des... Le coup du roi ici. Voilà, bon, je dirais que ça permet d'avoir des parties un petit peu plus animées. Mais D4, quand on a du métier, c'est un coup qui évite de prendre des risques, qui permet de placer ses pièces tranquillement et de développer sa stratégie en limitant le contre-jeu adverse et les complications tactiques. D'accord. Alors, D5 classique et après C4, Kramnik joue C6. Donc on rentre de nouveau dans un système de type slave avec ce fameux coup C6 qui est joué maintenant, y compris par Topalov. Hein, c'est comme ça qu'il a gagné la 8e. Donc c'est aussi l'ouverture de ce match, on peut dire, hein, la défense slave. Oui, c'est la défense slave ou le gambit dame, enfin les positions classiques. Apparemment, donc là, les joueurs n'ont pas l'intention de jouer des ouvertures modernes ou hyper modernes comme la Nimzowitsch. Ils n'ont pas envie d'abandonner le centre pour le récupérer plus tard. Ils veulent donc jouer de manière la plus rationnelle. Et Kramnik, donc évidemment, Kramnik il part avec un capital expérience face à Topalov. Assez positif dans leur confrontation passée, donc, et surtout avec ce genre d'ouverture, donc c'est pour ça qu'il l'a employé. Et jusqu'à présent, c'est vrai que dans le match, ça lui a plutôt réussi. Plutôt réussi, tout à fait. Alors, cavalier F3, cavalier F6 pour Kramnik, et là E3, donc c'est la fameuse variante où on récupère le pion C4 tout de suite, on ne veut pas donner au noir la possibilité de le prendre. On a déjà vu les autres possibilités, donc on va passer là-dessus. Et là, donc fou F5 de Kramnik, donc le fou F5, où le fou sort tout de suite, ici en F5. Alors est-ce qu'ici, déjà, Jean-Luc, il n'y a pas des possibilités de profiter de la sortie rapide de ce fou qui affaiblit un peu les cases blanches de ce côté-là, par des coups comme Dame B3 par exemple? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, on peut jouer Dame B3, c'est un coup qui est tout à fait possible. J'imagine que dans cette position, les Noirs jouent le coup Dame B6 pour... donc sur Dame B3... pour jouer, on répondrait tout simplement par la symétrique. Voilà, tout à fait. Et si les dames sont en vis-à-vis. Comme ça, on défendrait le pion B7. D'accord, donc il n'y a pas de problème particulier en fait. Oui, il n'y a pas de problème particulier. Je voudrais juste revenir en arrière au coup fou F5. Oui. Donc quand Topalov joue E3, je voudrais juste expliquer une chose. C'est que dans cette position, donc, il y a quand même plusieurs embranchements à montrer. Il y a le coup, dans cette position, il y a le coup E6. Donc le coup E6 qui est intéressant aussi. Et là, probablement, Topalov pourrait placer donc, son cavalier, le cavalier B1 sur la case C3 pour obtenir une position proche de la partie qui a été jouée récemment. Oui. Mais j'imagine aussi qu'il a peut-être l'intention dans cette position de placer le cavalier sur D2. Donc ça, c'est un développement assez dangereux pour les Noirs, puisque là, les Noirs ne peuvent pas obtenir les positions classiques avec cavalier BD7, donc les positions classiques, puisque dans cette position, après fou D3, donc je vais jouer un petit peu, donc, fou D3 par exemple, D3, oui. Dans cette position, les Noirs peuvent difficilement prendre le pion sur C4. Parce que le cavalier reprendrait. Parce que le cavalier reprendrait. Et donc, cavalier BD2, c'est un coup qui est assez dangereux. Donc, c'est probablement une position que Kramnik a voulu éviter. Et sinon, il y a l'autre possibilité sur E3, si on revient un petit peu en arrière, le coup qu'affectionne Étienne Bacrot, mais qui réussit plutôt bien à Topalov. Donc, sur E3, là, c'est quand même 3 embranchements très importants. Oui. C'est le coup A6. Donc le coup A6 pour éventuellement verrouiller l'aile dame par B5, donc préparer la poussée B5, le pion B qui menace d'avancer sur B5, et se garder la possibilité de sortir le fou C8 un peu plus tard. D'accord, sortir ce fou plus tard. Voilà. Alors on va revenir à la partie. Donc après fou F5, donc a été finalement choisi. Cavalier C3, normal. Se développe. E6, maintenant que le fou est sorti, c'est toujours plus agréable de jouer E6 quand le fou est déjà sorti. Et là, tout de suite, Topalov, pouf, sort un coup un peu surprenant, puisqu'il met un cavalier à la bande en jouant cavalier H4. Il veut visiblement échanger ce fou. Ah oui, donc un coup surprenant, mais un coup très important dans cette position, puisque le fou en F5 exerce une pression assez désagréable. Si on ramène le cavalier en F3, juste pour montrer,
Donc voilà, sur la diagonale, Oui. le fou en F5 contrôle toute la diagonale blanche, donc il est bien placé, il contrôle les cases centrales et tout. Si on l'échange en plaçant le fou sur la case D3, on obtient... Ce fou ici. Voilà, Oui. donc si on joue ce genre de coup... On échange notre bon fou contre Voilà, on échange les fous. On n'a plus que... Et après, on n'a plus que le fou sur C1. La position a tendance à être assez équilibrée après fou D3. Ça échange un peu trop de pièces. Donc cavalier H4, c'est la continuation classique dans cette position. Il faut tout faire pour se débarrasser du fou. Voilà. Alors Kramnik, lui, après réflexion, choisit de mettre son fou sur la case G6. Voilà. Évidemment, pas se le faire prendre en F5 qui aurait sorti un pion du centre. Et ici, et là tout de suite, Topalov lui se pose pas de questions, il échange, et voilà, c'est fait. La petite combine de Topalov est finie, le fou a disparu. Et en échange de coup, on peut noter quand même que les noirs ont une belle colonne H quand même ici. C'est clair que la tour exerce une pression sur la colonne H, mais le fou a disparu. Mais le fou a disparu, donc là pour l'instant on a concédé la paire de fous pour avoir toujours un centre très solide. On contrôle bien les cases centrales. Et donc là après, nouveauté c'est ça de Topalov à ce moment-là? C'est une nouveauté. Donc là c'est le moment important de la partie, c'est là où Topalov joue A3. Alors, pseudo, une petite nouveauté, enfin en tout cas... Une grosse nouveauté. C'est une grosse nouveauté, enfin ça a déjà été joué quand même. Très peu. Ça a été très peu joué. C'est une grosse nouveauté, c'est un coup très important pour le match, puisque après ce petit coup de pion, qui est pas très facile à expliquer, mais je vais juste essayer de montrer un petit peu plus tard pourquoi il a joué ce coup-là. Avec ce coup de pion, là je crois que il montre qu'il a préparé quelque chose contre la Slave. Donc il essaye de faire peur à son adversaire. En plus, il choisit un moment psychologique pour faire peur, puisque c'est, si on regarde bien, c'est donc l'avant-dernière partie avec les blancs de Topalov. C'est vrai. C'est l'avant-dernière partie avec les blancs de Topalov. Kramnik est le spécialiste de la Slave. Alors la question qu'il pose par ce coup, c'est déjà, il le met en difficulté à cette partie, et en même temps, il va le faire gamberger. J'imagine que lors de la 11e partie, Kramnik va se poser la question, quoi jouer contre D4 ? Est-ce que je joue la Slave ou pas ? Parce que ce coup-là, alors c'est quoi l'idée de ce coup ? On contrôle cette case, évidemment, donc on empêche fou B4 essentiellement. On empêche fou B4, donc ça c'est une chose importante. Dans cette position, les noirs n'ont pas roqué. On voit qu'il y a si on regarde bien, il y a le roi au centre. Oui. Donc le roi peut roquer soit à l'aile roi avec la tour H8, soit à l'aile dame avec la tour A8. En jouant un coup comme A3, quelque part, on dissuade les noirs de faire le grand roc. Ah oui, parce qu'on pourrait jouer ensuite B4 et B5 pour casser tout de suite, attaquer le roi qui serait là. Voilà. Avec A3, ça permet de jouer cette variante très très rapidement. Et donc ça pourrait forcer les noirs à aller de l'autre côté, alors que les noirs n'ont pas vraiment envie de l'autre côté, puisqu'ils ont une colonne ici ouverte. Donc ils préféreraient laisser leur tour ici en fait. Par exemple. Mais il faut aussi trouver une place pour le roi. Alors A3 est un coup important. Il aurait pu éventuellement être décalé par le coup qu'on connaît habituellement G3. Mais je crois que Topalov avait complètement envie d'éviter le coup fou B4. Mais la variante qui suit, donc la variante que j'ai expliquée, non, c'est juste avec G3. Alors si les blancs avaient joué au lieu d'A3, le coup habituel. S'ils avaient joué G3, donc, le coup normal. Voilà, donc là les noirs se développent par cavalier BD7 dans cette position. BD7. On place leurs pièces, ils gardent la possibilité de sortir le fou sur D6 ou sur E7 ou sur B4, le fou de case noire. Et là, dans cette position, donc le coup habituel c'est fou G2. Donc ça, c'est la position habituelle. Et après fou G2, on joue dans cette position D prend C4. Ouais, c'est logique. Voilà. Maintenant que le fou ne reprend pas le pion, on va essayer de... Voilà, et on joue D prend C4. Et en général, après, les noirs jouent Dame 2 pour récupérer le pion. Dame 2, on récupère le pion, parce que si on essaie de le protéger, le pion C6 est en prise du fou. Hein. Mais dans cette position, bon, je vais juste expliquer un tout petit peu comment ça se transforme. Après un coup comme Dame 2, en général, les noirs maintenant vont essayer d'obtenir une formation typique de la Slave, à savoir donc par exemple placer leur fou sur la case D6, Dame prend C4, et préparer donc la poussée E6, E5. Ouais, qui est donc, thématique. La poussée thématique pour soit isoler le pion, soit ouvrir le jeu. Mais il se trouve que dans cette position, la paire de fous, donc les deux fous, là, ne sont pas très efficaces. D'accord. Donc on a du mal à optimiser ça, et les parties qui se jouent là-dessus sont souvent équilibrées. D'accord. Voilà. Très bien. Donc Topalov, en jouant à 3... Donc on revient à ce coup à 3.
Donc en jouant à 3, on peut continuer la partie, hein, de toute façon les explications sont Bien bonnes. sûr. Cavalier BD7, Oui. Et un coup classique, un coup de développement classique, G3. G3. Et là évidemment, on voit que sur D prend C4, son intention, c'est de reprendre du fou. Et sur T prend C4, dans ce cas-là, il reprendrait du fou. Voilà, donc évidemment le coup G3 n'est pas le meilleur coup par rapport à la prise du fou, Ouais. mais de toute façon là on imagine que rapidement le pion E3 va avancer sur la case E4 D'accord. et que la paire de fou plus le centre va quand même commencer à... Deux pions centraux. Voilà, 2 pions centraux plus la paire de fou, donc le fou C1 et le fou C4, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. La fameuse paire de fou, toujours un avantage. En fin de partie, on ne le dira jamais assez. Alors donc, après G3, fou E7, bon, en fait, il y a eu une petite interversion de coups. Donc fou E7, oui. Et là, Topalov jouait le coup surprenant. F4. F4, qui affaiblit un peu, un tout petit peu le roi quand même, puisqu'on enlève un pion tout près du roi, mais bon, qui contrôle par contre très très fortement ici une espèce de structure qui rappelle la hollandaise, hein, ou le mur hollandais, quoi, le béton, comment on appelle ça, le stone wall, voilà. Ou le stonewall, oui. Donc le mur de pierre, sur case noire. Ici, on voit que c'est extrêmement solide, mais c'est un peu surprenant à ce niveau-là, les joueurs jouent rarement ce genre de structure en fait. Oui, il joue rarement, mais là, dans cette position, c'est justifié par le contrôle de la case centrale, la case E5. Cette case-là. Le problème toujours de ce genre de structure, c'est le fou. C'est-à-dire le fou joue pas, hein, il est complètement... Donc il va falloir imaginer qu'on jouera E4 plus tard. Mais oui, grosse surprise de cette partie, c'est quand même Topalov joue... Mais tous ses pions sur noir. Met tous ses pions sur noir, joue une ouverture très originale. Il y a un seul pion, c'est celui-ci qui est sur blanc. Et là, dans cette position, donc un plan ambitieux puisqu'il installe quand même beaucoup de pions au centre et donc il menace d'étouffer rapidement son adversaire. Et Kramnik, dans cette position, je pense qu'il a été un peu bouleversé quoi, par ce plan. Ouais, Il n'a pas su, il a été choqué. Il n'a pas su réagir. Il n'a pas su réagir. Il n'a pas su réagir dans cette position puisque c'est vrai que... Alors, on voit le coup de Kramnik. Ouais. Puis on prend C4, qui est surprenant. Alors D prend C4, donc là on peut considérer que c'est la première... Ça ressemble à une erreur parce que... Oui, c'est une erreur. C'est un coup qui n'est pas vraiment... on ne peut pas empêcher E4. On ne peut pas empêcher les blancs de prendre tout le centre avec 3 pions énormes, quoi. Non, Kramnik a paniqué, hein, c'est clair. Ouais, c'est bizarre quand même de... Ouais, il a surpris tous les spécialistes avec un coup pareil. Voilà, on se dit quand même que les Noirs doivent contrôler cette case E4. Enfin, ça paraît logique. Qui est quand même le contrepoids de la case E5. Oui. Et qui est vraiment l'atout des Noirs dans cette position, c'est cette case-là. Et en prenant C4, bon, non seulement on libère cette case, et en plus on permet au fou de sortir en un coup. Alors qu'en général, on prend plutôt une fois que le fou a déjà joué. Donc ça paraît une double erreur de ce point de vue-là. C'est quand même assez bizarre quoi, ce qui est arrivé à Kramnik là, dans cette position. Ouais, j'ai du mal à comprendre, mais je crois qu'il n'avait pas envie de... Enfin moi j'imagine, je sais pas, on peut envisager plusieurs coups. On peut envisager soit par exemple le coup A5 pour contrôler un petit peu l'avancée des pions éventuels à l'aile dame avant de faire petit roc. On peut envisager Dame C7 se développer pour garder la possibilité de faire soit le petit roc, soit le grand roc. Oui, donc attendre un peu de voir ce qui se passe. On peut jouer certains coups, mais abandonner le centre par D prend C4, donc abandonner tout ce centre. Ça semble très étonnant. C'est curieux. C'est une conception un peu curieuse. C'est quand même curieux. On va voir d'ailleurs que ça va s'avérer assez douteux. Après fou prend C4, petit roc tout de suite. Donc là, on a l'impression que Kramnik là jouait des coups rapides. Un peu irréfléchi, parce que le petit roc aussi, qui suit derrière quasiment immédiatement, on voit très bien que la tour qui n'était pas si mal placée en H8, puisqu'elle contrôlait quand même une belle colonne semi-ouverte, du coup maintenant se retrouve bloquée et on se demande presque finalement que si le roi est bien de ce côté-là, s'il n'aurait pas fallu même le laisser au centre en attendant que les blancs prennent eux-mêmes leur décision. Ah, là peut-être pas. Non, là je crois qu'il a joué petit roc parce qu'il n'a plus vraiment le choix. Il n'a plus vraiment le choix. Il faut bien. En plus, il permet à l'adversaire de pousser au centre, donc il ne peut pas garder son roi au centre. Alors on va voir la suite quand même. Mais bon. Quel centre? Voilà, E4 tout de suite, voilà, donc maintenant on y est. Donc le cavalier évidemment protège très bien E4. Et là ça y est, on a un super centre.
face à un seul pion central. 3, il faut rajouter le pion F4. Il faut même rajouter ce pion qui contrôle la case de 5. Et donc ça fait peur, quoi. C'est un espèce de rouleau compresseur. En tout cas, l'avantage d'espace est manifeste. On peut dire que les blancs ont un avantage peut-être pas encore il n'est pas décisif évidemment, mais en tout cas il est durable. C'est-à-dire qu'il peut durer, si on regarde bien ce genre de position, connaissant Topalov, non seulement il a un avantage durable, mais en plus dans cette position, on sait qu'il ne va pas louper son adversaire. Topalov adore avoir l'initiative. Ouais. Il va jouer jusqu'au bout, c'est pas le genre à faire nul. Difficile de voir où est le contre-jeu des noirs dans cette position. Hein. Ouais, C5 est difficilement jouable actuellement, puisque si les noirs jouaient sur E4, jouaient C5, les blancs pousseraient le pion D. Ouais, si on jouait C5, on pousserait le pion D pour se créer un pion passé. Oui. Hein, on aurait un pion passé protégé ici par E4, donc même en cas de prise, on reprend du pion et on a un vrai pion passé soutenu par des pièces énormes, donc très difficilement attaquable. Oui, peut-être qu'il y a une petite astuce quand même à montrer, mais juste, donc c'est après C5, on pousserait le pion D, et si par exemple les noirs jouent cavalier B6, B6, attaquant le fou et le pion. Donc je pense que là les blancs ramèneraient leur fou sur la case A2. Donc ici pour garder contrôle sur D5. Voilà, et sur pion prend D5. Peut-être que les blancs dans cette position, il me semble, auraient envie de jouer le coup E5. D'accord. E5 et ensuite E5, on prend ici. On va prendre avec le cavalier. Le cavalier doit bouger par exemple. En E4, mais là ça va être un petit peu délicat ça après. va être un peu difficile, ouais. Donc en D7. En D7, et là cavalier prend D5. Et là le fou A2 est royal. Ce fou est énorme puisqu'il est sur case blanche alors que tous les pions sont sur case noire, donc il est énorme. Parce que tous les types de cases sont contrôlés, par les pions ou par le fou. En plus, on voit très bien qu'il vise le roi. Ce roi qui en plus ne peut pas vraiment se réfugier sur la colonnage, puisqu'il sera toujours attaqué par, peut-être pas ici, mais ici, par une dame par exemple, qui pourra faire un petit échec mortel. Donc très difficile quand même, hein, très difficile de jouer sans là, défense. C'est un net avantage. En plus, le cavalier D5 peut soit rester, mais aussi peut prendre le fou sur E7. Alors on va revenir. Ça peut faire partie des menaces et prendre la paire de fous aussi. On va revenir à E4 et là Kramnik a choisi B5. Il a vu que C5 ne marchait pas. Il a choisi un autre plan pour réagir. Donc on voit en fait que là les noirs sont étouffés, ils ont beaucoup de mal à trouver des idées et donc ils jouent B5. Alors B5. Donc B5 qui n'arrange pas sa position, mais bon il faut bien jouer quelque chose et, et éventuellement il pose quand même une petite question par rapport au fou. C'est vrai que si le fou, cette fois sur B5, il y a peut-être un petit piège, c'est que si le fou restait sur la diagonale A2, G8... Par exemple ici ? Oui, par exemple, peut-être qu'il essaierait de glisser le coup B4 pour, peut-être par A5 d'abord, et B4 pour éventuellement attaquer le pion E4. Et après, par ricochet, ce pion serait faible. Voilà, parce que si ce cavalier bouge, évidemment, le pion central est perdu. Enfin, il voudrait peut-être provoquer la poussée du pion E5 pour obtenir la case D5 pour son cavalier. S'il provoque ça, évidemment, il obtient la case centrale. Bien sûr, tout à fait. Donc, mais Topalov place son fou sur la belle case E2. Sur E2, donc il revient en E2, Topalov. Et là, Kramnik, alors est-ce qu'un plan pour Kramnik n'aurait pas été possible, c'est de jouer le coup A6, Jean-Luc, pour préparer la poussée C5 ? Peut-être d'abord jouer ensuite cavalier B6 pour bien contrôler la case D5. Peut-être même rajouter après derrière, je sais pas, la dame pourrait bouger, on pourrait mettre une tour derrière, bien contrôler, et après jouer pour la poussée C5 qui essaierait d'éliminer un des pions centraux. Je pense que dans cette position, les pièces blanches sont trop bien placées. Donc si on joue à 6 pour jouer C5... C'est trop lent. Oui, les blancs peuvent déjà placer leur fou sur E3, ou placer l'autre fou sur F3 aussi. Placer ce fou sur F3. Qui contrôle encore bien la case D5, et on pourra toujours jouer D5. D5, voire E5. Et voire E5 dans certains... Attaquer le cavalier et attaquer la tour, parce qu'il y a le fou en F3 et face à la tour. Mais le cavalier pourrait venir ici, en l'occurrence. Sauf qu'on gagnerait, sur C5, en E5, on gagnerait un pion. C'est-à-dire que là, sur fou F3, si on joue C5... Ah oui, sur C5, bien sûr. E5. Ouais, E5 et la tour est attaquée. La tour est attaquée. Et la case D5 n'est pas jouable puisqu'il y a fou et cavalier. Elle est contrôlée 2 fois. Tout à fait. Alors, on va voir, après ce que choisit notre ami Kramnik, alors qu'on me fait signe en régie que le temps avance, que Kramnik joue B4. Voilà, donc il essaie de perturber un peu Topalov. Bon, mais on voit que le problème, c'est qu'après le coup normal de Topalov, A prend B4, fou prend B4, et bien Kramnik se retrouve avec 2 pions faibles ici. Voilà, maintenant. Parce qu'ils sont isolés, ce qu'on appelle 2 pions isolés, donc ces 2 cibles, c'est un peu, pour l'instant, la ruine de la position noire, ça va être ces 2 pions.
Voilà, donc une structure Pas terrible. dégueulasse, comme on dit dans le terme. Et après, fou prend B4, donc il faut quand même éviter la menace directe cavalier prend E4. Oui, alors la menace, évidemment, c'est cavalier prend E4 tout de suite, puisque ce cavalier est cloué, exactement, Oui. tout à fait. Le fou B4 qui est... Le fou attaquant le roi, donc on peut l'apparaître de plusieurs façons, par exemple petit roc, qui enlève le clouage. Petit roc, mais qui n'enlèverait pas la prise du pion, puisqu'on pourrait prendre d'abord le cavalier et prendre le pion. Ah, on va le voir tout de suite. Alors évidemment, Voilà. sur petit roc, il n'y a plus, évidemment, Cavalier prend E4, E4, mais on prend d'abord le cavalier. On commence par fou et prend après la cavalier. prise, cavalier prend E4, et voilà, on a gagné un pion. On a gagné un pion, Donc ça, c'est hors de question. on peut revenir dans la partie. On va revenir dans la partie. Donc fou F3, logique, donc de Topalov. Je protège mon pion, je mets mon fou sur une belle case qui en plus va me servir à protéger les cases blanches du côté de mon roi parce que je vais faire petit roc. Vous voyez, Donc, il est revenu à une position un peu plus en accord avec la structure de pion. là il joue des coups qui sont très logiques. très classiques. Très logique, très classique. Place ses Alors, pièces. dame B6 de Kramnik. Alors, avec l'idée, alors là, déjà un coup qui semble un peu olé olé là aussi. Hein. C'est un coup olé olé. On s'attendait plutôt à un coup comme C5. Tout de suite, essayer de simplifier la situation centrale. Ouais, mais C5, il y aurait toujours Il y le aurait coup E5. E5, attaque la tour. Il y aurait E5, mais cavalier D5 est possible maintenant puisque le cavalier est cloué. Donc il n'y a plus de gain de pion. Peut-être. Donc c'était une possibilité. Et plutôt le coup peut-être D5 a fait peur à Kramnik. Mais est-ce que c'est vraiment grave de laisser passer un pion central? Par exemple sur D5, pion prend D5. Et là on jouerait sans doute E5. Ou pion prend D5, je ne sais pas. Mais sur pion prend D5, Non, pas pion prend il D5. y a un échec évidemment qui Alors décloue, qui là, déroque ça- le roi. Ça donnerait pas mal de jeux. Non, je pense que si on regarde bien la position là après C5, il faut. Ça a l'air intéressant ces 5, en tout cas peut-être plus que la partie. Peut-être fou E3, peut-être un coup comme fou E3, un développement de fou tout simplement. Mais dans ce cas-là, on échange un pion qui est faible par un pion central. Donc qu'avait prévu Topalov sur ces 5? Là, on peut se poser la question. C'est en tout cas le coup qu'on attendait dans cette partie, plutôt que le coup de Kramnik qui, on va le voir, va lui poser des problèmes assez difficiles. C'est vrai que ce coup. Voilà, C5, peut-être c'était le moment de jouer C5. Il fallait réagir de toute façon. Il fallait réagir et peut-être c'était le moment qui Bon, n'a c'est vrai pas vu Kramnik. Après E5, la position est quand même compliquée puisque cavalier D5, E5, cavalier D5, on Cavalier pourrait D5. peut-être jouer fou D2 aussi dans cette attaque position. ici. Alors fou D2 par exemple. Et là, ouais, bon, c'est une position qui semble normale. Oui, alors il y a le problème de ce cavalier, mais on peut le protéger par exemple ici par cavalier B6. Donc tout est bien protégé en D5 et on voit bien que ce pion D4 va s'échanger contre le pion C5 quoi qu'il arrive. Oui. Mais enfin, Quoique quelque chose qui va pas trop dans cette position de toute façon. Ouais, il pourrait y avoir donc cavalier prend cavalier. Cavalier et après prend. cavalier prend, peut-être fou prend B4. Là, le cavalier ne peut pas reprendre, évidemment, à cause du fou qui attaquerait la tour. Donc, il faut prendre du pion. Et dans ce cas-là, on garde le pion central. Mais est-ce que finalement, ce cavalier n'est pas un excellent bloqueur? Voilà peut-être la possibilité qu'a raté peut-être Vladimir Kramnik. Mais bon, évidemment, maintenant, il y a quand même cette structure de pion qui est mauvaise ici et une possibilité d'attaque de l'autre côté. Alors voilà, donc c'était une possibilité, mais enfin, Kramnik a estimé que elle n'était pas bonne. Et donc, il a joué sur fou F3. Il n'a pas joué la poussée C5 qui était possible. Et il a choisi plutôt dame B6, avec l'idée, si tu roques, eh bien ce pion est cloué. Voilà, c'est-à-dire que ce pion ne pourra pas bouger puisqu'il y aura le roi derrière. Et Topalov, en fait, n'a pas eu peur des conséquences, puisqu'il a joué lui-même petit roc, quand même. Et voilà, et ça, c'est toute l'idée de Kramnik qui va pouvoir s'exprimer, mais on va voir qu'elle n'est pas suffisante. Oui, et en plus là, dans cette position, après le coup C5, là, après dame B6, il y aurait cavalier A4. Sur C5 tout de suite. Je crois qu'il y aurait cavalier A4 dans cette position, ou même encore E5. Maintenant sur C5, oui, il pourrait y avoir E5 d'abord. E5, Et attaquant la tour. Et sur pion prend D4 pour éventuellement faire une découverte. Pion prend D4 pour prendre ici avec échec sur le roi. La dame B6 donc, qui attaque le roi. Maintenant cavalier A4. Voilà, cavalier A4. Attaque la dame et on ne peut pas faire la découverte. La Et là, dame doit sortir de la diagonale. Et là, il y a un peu trop de pièces en prise. Puisqu'elle est attaquée 2 fois. Il y a trop de pièces en prise, il y a la tour aussi, bien sûr. Donc alors, après le petit roc, Kramnik joue son idée, donc ce pion est cloué, voilà l'idée de Kramnik. Et donc, plutôt que d'avoir échangé les pions par C5, qui posait des problèmes avec ce fou et sa tour en vis-à-vis, eh bien il échange de l'autre côté, maintenant par le coup surprenant, au premier abord, E5. Il met son pion en prise, mais en fait ce pion est en prise qu'une seule fois,
par le pion F4, puisque ce pion ici, on le rappelle, est cloué à cause de la dame qui ferait échec au roi. Donc ce pion ne peut pas bouger, il est complètement cloué. Oui, donc E5, c'est ce qu'on appelle une réaction centrale. Réaction centrale, et on voit que si les blancs prenaient un E5, et bien tout simplement on reprendrait du cavalier, puisque ce pion ne peut toujours pas bouger, attaquant le fou. Attaquant le fou, donc il menace d'éliminer le fou. Et si le fou revient sur G2 par exemple, G2. Là les noirs se retrouvent maintenant avec la possibilité de faire pression sur D4. Voilà, de continuer à la pression. Par exemple, tour D8, tour D8, et tout de suite il y a menace de prise ici. Et sur fou E3, le cavalier E5, fou E3 pour défendre le pion D4. Un des cavaliers viendra sur la case G4. Donc par exemple celui-ci, attaquant le fou, et on voit que si ce fou sort, le pion D4 est perdu. Donc voilà. Là, ça donne tout le jeu au noir. Hein. Donc ça aurait été une grosse erreur. Éviter donc les grosses de erreurs. La part de Topalov. Donc il ne fallait pas prendre. En général, c'est les seuls problèmes qu'il y a quand on joue le coup D4, c'est souvent ce genre de manip. D'erreur, mais un minimum de concentration permet d'éviter tout ça. C'est pour ça que là, il a joué fou E3. Donc fou E3, logique de Topalov. Donc je mets mon fou ici. Je décloue un peu déjà ce pion, enfin pas vraiment, puisque la dame pourra toujours prendre le fou avec échec. Donc il n'est pas vraiment décloué. Donc fou E3. Et là, bon, mais on se dit pour les noirs, bon, mais c'est pas si mal, puisque je suis pas, alors évidemment, pas obligé de prendre en F4, pas obligé de prendre en D4 tout de suite, mais déjà ce pion peut s'échanger contre le pion D4, un pion central. Ce qui serait quand même une demi-victoire. Alors oui, si le pion prend en D4 dans cette position, j'imagine que Topalov avait peut-être l'intention de jouer un coup intermédiaire. Il n'est pas obligé de le faire tout de suite, puisque le fou, de toute façon, empêche que ce pion bouge. Donc oui, il peut le faire quand il veut. Attention, il va y avoir une menace quand même. C'est quand on joue fou E3, on menace cavalier A4. Ah voilà, le fameux cavalier A4 qui attaque la dame et qui doit sortir de la diagonale. Et le pion D4 sera décloué. Voilà. Et pourra prendre sur E5. Et voilà, et après on pourrait faire pion prend 5, donc il y a une menace tout de suite. Donc dans cette position, il y a une menace. Il y a la menace cavalier A4. Voilà. Donc on peut, le pion E5, soit on prend avec le pion, soit on prend F4, mais là il y a fou prend F4 avec un beau centre. On peut prendre fou prend F4, on garde un super centre très fort. Si on prend D4, ça peut être une idée intéressante, mais j'imagine qu'après un coup comme fou prend D4, par exemple. D4. Voilà. Il y aurait peut-être cavalier A4 aussi possible. Ah oui, cavalier A4 très important d'abord. Cavalier A4. Pour contrôler les cases noires. Par exemple dame B5. Et maintenant on peut prendre avec... soit la dame, soit le fou. Soit avec la dame, soit avec le fou. Et ce qui est très important dans cette position, attends, je vais prendre la souris. Oui. Juste pour montrer que dans cette position, bon, imaginons qu'on prenne avec la dame, même si je préférerais peut-être prendre avec la tour, avec le fou, enfin bon. Ce qui est important de voir aussi, c'est l'aspect, le jeu positionnel. Donc là, on a un fou. On a la paire de fous, donc ça c'est un avantage. Tout à fait. Et en face, on a une mauvaise structure, c'est-à-dire qu'on a deux pions isolés contre un à l'aile dame, alors que de ce côté, on a 4 pions contre 3. Ouais, là, on a 3 pions contre 4. Donc là, ça constitue déjà un avantage positionnel. Voilà. Ouais, donc un net avantage positionnel, une majorité à l'aile roi qui s'exprime mieux que la majorité des noirs à l'aile dame, et une paire de fous. Voilà, donc des choses très importantes. Ça fait un gros avantage. Ça fait un gros avantage. Alors, Kramnik choisit sur fou E3 eh bien d'augmenter la pression dans un premier temps en jouant tour à D8, voilà, augmentant la pression sur tour D4 qui pour l'instant ne peut toujours pas bouger. Mais évidemment, il y a maintenant la combine de Topalov qui rentre en jeu. Et Topalov a vu Kramnik a vu un coup plus loin, mais on va voir que ça ne suffira pas quand même à lui ôter tous ses problèmes. Après cavalier A4, le fameux coup pour enlever le clouage de cette dame sur le pion, donc il va être obligé de sortir. D'ailleurs, Kramnik la sort par exemple, il la joue en B8. Voilà. Et là, on se rend compte qu'en fait, les prises ici en E5 ne sont pas bonnes maintenant à cause du vis-à-vis entre la tour et la dame. Oui. Voilà. Imaginons par exemple, pion prend D5, pion prend 5 qui a l'air un bon coup, puisque le pion ici est protégé par le pion F4, mais non, c'est pas grave, je prends quand même avec le cavalier. Pourquoi? Parce que ma tour attaque avec une découverte, cette fois sur la dame. Donc voilà l'idée de Kramnik. Donc je peux quand même reprendre en E5. Alors donc après cavalier A4, dame B8, donc Topalov d'abord choisit d'enlever sa dame, voilà, dame C2, du vis-à-vis tour. Et maintenant le problème du pion E5 commence à se poser. Il faut que Kramnik, ça y est, échange soit en D4, soit en F4, sinon le prochain coup c'est la prise des blancs. Donc là c'est le problème qu'a eu Kramnik à ce moment-là. Donc quel pion prendre? Alors logiquement, on se dirait Jean-Luc, il faut prendre le pion D4, qui est le pion central.
Plutôt que le pion F4, où on se dit qu'on pourrait ramener encore un pion vers le centre, même si ça donne de l'air un peu au roi, par exemple. Pas forcé, puisque quelque part, quand il prend le pion D4, dans ces cas, si les noirs prennent le pion D4, après fou prend D4, oui. Le fou et les fous sont vraiment très forts. Et les deux fous sont forts. Les fous sont trop forts. Notamment face à ce pion qui est attaqué tout de suite par la dame, d'ailleurs. Si on prend en F4... c'est ce qu'a fait Kramnik. Oui, ce qu'a fait Kramnik. On ne peut pas vraiment reprendre du pion puisque ça ouvrirait un petit peu trop le roi blanc. Ça ouvre un peu le roi. Ça complique les choses. Il faut garder la colonne F ouverte pour la tour. Ah voilà, aussi un principe toujours d'attaque. On garde la colonne ouverte pour la tour qui peut toujours attaquer éventuellement plus tard ce pion F7 et ce roi qui est un peu faible avec cette structure de pion un peu cassée. Voilà une possibilité. Donc on garde cette colonne ouverte et donc on reprend du fou. On reprend du fou. Là, il replace sa dame sur la case B7. Alors c'est bizarre, il aurait peut-être dû la mettre tout de suite sur la case D7. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une erreur là aussi, notre ami Vladimir Kramnik? La position était différente tout à l'heure. Donc quand il a joué dame B8, c'était... Ouais, on ne voit pas trop ce qu'elle faisait en B8 cette dame de toute façon. Puisque... il y avait peut-être des coups intermédiaires qui nous échappent tout à l'heure. Peut-être qu'il avait peur de découverte de ce fou et de cette dame contre le pion C6 qui aurait attaqué la dame en même temps, c'est possible. Alors après, tour AD1, tour F8, Kramnik quand même développe toutes ses pièces, mais on voit qu'il a d'énormes problèmes déjà, puisqu'il y a deux pions centraux très forts, une belle paire de fous, et ces pions-là qui sont faibles, très faibles. Et mais on comprend quand même pourquoi il a pris en F4, parce que là, il a pu quand même replacer un petit peu ses pièces. Et il espère que les pions avancent d'une mauvaise manière, les pions adverses, pour récupérer certaines cases. Il espère qu'il va se tromper, mais en fait ces pions sont quand même énormes, parce que on voit bien que ça repousse les noirs qui sont un peu étouffés quand même. Moi je crois dans cette position, là, Topalov, il joue des coups et il attend, il essaye de tenir. Il est très mal. Il ne peut qu'attendre, c'est une position d'attente. Il ne peut pas faire d'initiative puisque... il n'a aucune percée de pion à sa disposition. S'il essaie de jouer C5, eh bien, il peut prendre D5 avec quasiment un gros pion passé protégé. Il peut aussi éventuellement se prendre des E5 avec découverte de fou qu'il faut calculer. Est-ce que cavalier D5 permettra de sauver? C'est pas clair. C'est très compliqué. Chaque coup, Topalov a des possibilités de pousser D5, de pousser E5, d'augmenter la pression sur C6. Ça pose d'énormes problèmes en noir, c'est extrêmement difficile à calculer. Topalov, j'ai failli dire. Topalov choisit fou G5 et petit clouage du cavalier, puisque derrière il y a quand même une tour, donc menace E5. Voilà, donc fou G5 avec une menace tout simplement de gagner une pièce menace par E5, clouage. Attaque le cavalier, attaque aussi en transparence ce pion avec fou et dame, et aussi la tour derrière qui est susceptible d'être attaquée. Ça fait beaucoup. Donc fou E7, obligé pour déclouer. Voilà, on décloue le cavalier. Roi H1. Roi H1, donc on s'enlève de possibilité d'échec. Voilà. Donc là, il joue un peu avec la pendule et les nerfs de Kramnik quand on joue Roi H1. Non, c'est un coup prophylactique qui va être utile. C'est clair que le roi est plus à l'abri sur la case H1. Il évite les échecs, sur la grande diagonale éventuellement. Cette diagonale en cas dès que ce pion ici central aura bougé. Voilà. Donc roi H1, cavalier H7. Alors cavalier H7 attaque le fou. On a quand même l'impression que Kramnik essaie de simplifier la situation, mais est-ce que plus elle se simplifie, est-ce que finalement ces pions ne vont pas devenir encore plus forts? C'est ça la question. Pas forcément. Il ne faut pas donner les cases noires. Il faut garder les cases noires avec alors, Topalov choisit de revenir fou E3. Voilà, fou E3, un bon coup. Fou G5. Et il a fou G5, échange de ce fou. Il propose un échange de ce fou, mais évidemment Topalov garde sa paire de fous. Voilà, exactement. Fou G1, un excellent coup. Voilà, et là, on comprend donc l'idée du coup roi H1, donc un coup prophylactique, mais qui finalement a donné la case au fou. Le fou a pris la case du roi. Alors on voit très bien que ce pion est faible, puisqu'il est toujours sous la menace potentielle de ce fou. De la dame, on va peut-être plus tard, une fois après avoir chassé ce fou, par exemple par H4, peut-être mettre une tour et augmenter la pression sur ce pion. Et ce pion ne peut pas avancer en C5 de moins en moins. Voilà, donc le pion C6... parce que là, c'est contrôlé par le cavalier, par le pion, par le fou derrière, et par la dame. Il y a un terme qui définit donc, ce genre de faiblesse, on appelle ça une faiblesse chronique. Donc le pion C6 qui sera toujours faible dans cette partie. Faiblesse chronique, exactement, comme une maladie chronique. Voilà, exactement. Donc, on va dire que Kramnik souffre du pion... Du pion faible. Du pion faible, voilà. Pion isolé, du pion. Il a la maladie du pion C6. Ouais, c'est une maladie de la position noire. Alors, cavalier F8, donc il replace son cavalier ici en F8.
Et là, Topalov choisit maintenant de jouer le coup H4. Bon, Topalov. Il pose la question au fou. Je Fais crois que attention. c'est plus fort que lui en plus. Topalov Ouais. est obligé de jouer un coup agressif. un coup agressif dans sa partie. Alors H4 va permettre peut-être plus tard de proposer des H5, mais surtout, il pose la question au fou. Il n'a plus le choix. Soit il reste sur ses diagonales, soit sur celle-là, mais dans ce cas-là, ce fou va être un peu enfermé tout le temps, mais il contrôle la case C1, qui empêche une tour de venir là. Peut-être, mais je crois que là, dans cette position entre... Il n'a pas le choix, Kramnik. Il préfère remettre en E7 et garder la souplesse de son fou. Tous les coups sont assez douteux dans cette position. Il faut jouer de toute façon. Il n'a plus beaucoup de temps d'ailleurs. Il n'a plus beaucoup de temps en plus. Donc E5. Et là maintenant, voilà, Topalov, ça y est, on voit que donc tout le travail positionné de Topalov va commencer à porter ses fruits. Après E5, voilà, ça y est, pression sur C6. Et comment faire pour empêcher la prise de ce pion? C'est pas simple. Kramnik trouve une bonne solution. Il défend avec un cavalier B8, mais il est passif ce cavalier. Ah oui. Il est passif. C'est extrêmement passif. C'est quand même. Je suis en défense et j'essaie de tenir, mais ça va être très difficile. Topalov maintenant replace ses pièces. Cavalier C3, il revient, c'est logique. Il veut très certainement passer en E4 par exemple, ou peut-être passer peut-être plus tard en E2, en F4. En tout cas, il remet sa pièce une fois qu'elle a fini son travail en A4. Il la ramène près du centre. Oui, et puis en même temps, vers le roi aussi. Et vers le roi, potentiellement vers le roi. Donc, alors, fou B4 de Kramnik. Un coup, bon, ben, s'il faut trouver un coup pour Kramnik, le problème est là, c'est qu'il ne peut qu'attendre de voir ce que va faire Topalov. Il est bloqué, entièrement bloqué. Dans cette position, on a eu Dame G2. Dame G2, attaque avec la dame. Donc toujours un œil sur la fameuse faiblesse chronique C6. Voilà, la dame et le fou. Dame et fou, une belle batterie. Sur la grande diagonale. Donc Dame C8, les noirs évitent quand même, essayent de préparer une poussée en C5. Mais tour C1 quand même qui est interdit pour toujours la poussée du pion. Voilà. Il y aurait trop de risques à cause d'éventuels clouages si le cavalier C3 quittait sa case. Donc, et là, Kramnik, on peut dire qu'il craque en donnant la paire de fous. Ouais, il craque. Là, on peut dire là c'est le dernier point de la partie. Kramnik craque complètement sous la pression. Je crois qu'avec des pièces comme ça, ouais, voilà, Kramnik savait qu'il allait perdre. Il est dominé. Donc il a joué, il avait plus beaucoup de temps, il fallait jouer. Donc il a joué ça. Et maintenant on va voir. Alors, après la prise du pion, normal, puisqu'on consolide notre centre. On voit bien que le centre est maintenant extrêmement fort, puisque tous les pions se tiennent. C'est vrai, c'est vrai. Une phalange énorme. Donc une paire de fous, un gros centre de pions, c'est très difficile. Et les cavaliers vont essayer de faire leur maximum, mais bon, là... On va voir, là, alors ça, le clouage. Encore une fois, un nouveau clouage, donc le cavalier qui est cloué. La colonne F... Qui commence à s'ouvrir, cette fameuse dont on a parlé tout à l'heure. Véritablement à s'ouvrir, Dame C7. Là, on peut parler d'une exécution. Là, dans cette position, oui, là c'est terrible. Tour CD1, donc un coup de semi-attente. On ne sait pas trop si ça menace des choses vraiment ou pas. Si, ça peut menacer de jouer C4, D5. Sa position n'est pas dangereuse du tout. Il peut très bien défendre son pion D pour éventuellement préparer C4, C4 et D5. Et D5. Avec les pions. C'est pour ça que... Cavalier D7. Kramnik essaie de ramener son cavalier maintenant un petit peu en défense. Et là, un coup assez amusant, donc on appelle ça un changement de cap. La dame vire de bord, elle passe complètement à l'aile dame. Non, mais on voit comme les blancs s'amusent, que toutes les pièces peuvent basculer d'un côté et de l'autre, que toutes les cases sont contrôlées, que la position de Kramnik est sous une pression énorme par des pièces à longue portée. Il n'y a que des pièces à longue portée dans le camp blanc. Oui, il s'amuse, mais regarde quand même les petites images que je viens de colorer. Là, on voit bien quand même que les pièces... convergent vers la même direction, vers à savoir quand même le pion F7 et le roi. Donc là, la pression est énorme. Là, la pression est énorme. Donc cavalier B6 pour essayer de bloquer. Pour venir en D5. Voilà, venir sur la case D5. Pour bloquer. Tour F3. Donc pour doubler maintenant les tours, cavalier F8 et on double les tours. Et là... Alors là, ça fait trop. Là, c'est énorme. 3 pièces. Ça fait beaucoup. La menace, c'est tour prend F7. Et on va voir que ça va être pas facile à défendre. Donc tour E7, obligé. Tour E7. Fou E3, maintenant le fou se réveille. Ce fameux fou qui dormait depuis tout à l'heure se réveille puisqu'il menace de faire une enfilade. Voilà. De prendre 2 pièces menace de gagner donc, dans la même diagonale. Une des 2 tours sur cette diagonale-là, sur la diagonale G5, D8. Cavalier H7. Et là donc... Cavalier H7 qui empêche évidemment maintenant le fou de venir ici. Mais en venant H7, le cavalier ne protège plus la case E6.
et ça donne la combinaison finale. On va la voir tout de suite. Donc la grande combinaison de cette 9e partie. Fantastique. Voilà. Tour prend F7. Voilà, ça y est, c'est la fin. Le dernier rempart des Noirs, dirons-nous, saute. Il n'y a plus rien à faire là. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que déjà, on menace, tour prend tour avec un échec de la dame. Voilà, donc, et donc, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les Noirs. Alors, la question, donc. En cas de tour prend tour. Voilà, la question principale, c'est que se passe-t-il après tour prend tour? Tout simplement, tour prend tour. Tour prend tour et dame prend tour quand même. Maintenant, la tour est attaquée. Et sur dame prend tour, eh bien, tout simplement, c'est le fou. On voit bien que le cavalier qui est sorti ici en H7 ne contrôle plus. C'est le fou qui vient clouer la dame qui est perdue. Et sur dame prend fou, la dame à 2 prendrait le fou, voilà. Voilà, évidemment, sur dame prend fou. On prend de la dame, échec. Et voilà, il se retrouvait avec une tour et un cavalier contre une dame dans une position complètement catastrophique. Ouais, complètement catastrophique. De toute façon, ces pions centraux vont largement, facilement faire la différence. Donc, Kramnik, après tour prend F7, tente encore quelques coups, mais on va voir que c'est des coups désespérés. Cavalier D5, mais un peu tard maintenant pour bloquer la diagonale de la dame. Et après tour 7 F3 tout simplement. Il ne s'est pas trop posé de questions Topalov. Il y avait un autre coup plus fort en fait dans cette position. C'était fou E6. Voilà le coup qui était possible parce que sur tour prend fou évidemment c'est la dame qui est en prise. Et on menace toujours de faire un échec au roi à la découverte en prenant la tour. Donc le seul coup qui reste c'est tour prend tour. Et après tour prend F7. Il n'y a plus le choix parce que la dame est perdue en fait. Parce que si la dame part par exemple en B8, et bien tout simplement tour B7, échec au roi avec le fou. Enfin, bon, et au prochain coup on prendra la dame. Non mais c'est important de voir cette possibilité. C'est important, mais à ce niveau, si on regarde la partie, on voit qu'après cavalier D5, tour F3. Tour 7 F3, c'est mort. Il n'y a plus rien. Matériellement, il y a un pion de moins, mais il y a donc il y a déjà un pion de plus pour les blancs. La paire de fous, il y a un gros centre. Non mais faut voir la structure des noirs. Des faiblesses de partout. C'est que des cibles qui vont tomber comme des fruits mûrs. Voilà, exactement. Donc, ils sont plus protégés ces pions, ils sont complètement out. Très belle partie de Topalov. Kramnik abandonne et puis Topalov, donc qui prend l'avantage, 5-4. Ouais, mais très belle partie, très belle partie. Quelle maestria, quelle domination, on pensait que Topalov était peut-être plus tacticien que Kramnik, mais là c'est positionnement qui l'a dominé. Positionnellement. Oui. Non, c'est clair. Là, il avait l'initiative. C'était quand même quelqu'un qui est très très fort pour garder l'initiative. Et puis donc Topalov, qui, comme à son habitude, se réveille en fin de compétition. En fin de compétition. Alors il reste plus que 3 parties. Il mène au score maintenant 1-0. Il vient de le dominer, de l'écraser. On peut dire que ça y est, le match est plié, Jean-Luc. Ouais, faut attendre. On va voir ce que va faire Kramnik. Kramnik a encore 2 fois les blancs. Ouais, mais est-ce que c'est possible de revenir comme ça? Il avait déjà fait contre l'écho. Oui, il a déjà fait contre l'écho. Mais là, il a eu 3 fois les noirs. Il y a eu cette histoire de points par forfait. Maintenant, il se prend 2 raclées de suite. Et une fois avec les noirs, là, une fois avec les blancs, une fois maintenant avec les noirs où il se fait complètement dominer. Est-ce qu'il aura le mental? Est-ce que c'est possible de revenir dans une situation comme ça? Un joueur qui a battu Leko et Kasparov, je pense qu'il est capable de trouver des ressources que d'autres n'ont pas. Allez, on va voir ça, on verra ça lors de l'analyse de la 10e partie. Avec toi toujours Jean-Luc, sur cette 10e partie. Pour la suite de ce match fantastique, est-ce que Kramnik va réussir à revenir? On n'y croit pas, on croit que le match est terminé et que Topalov va prendre ce titre réunifié à 3 parties de la fin. Il a dominé un petit peu Kramnik, il lui a mis la pression hors échiquier avec cette histoire et maintenant sur l'échiquier il mène au score. Mais évidemment il faut suivre le match jusqu'au bout, il reste encore 3 parties, il faut voir la suite.